comme tous les vendredis, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, merci d'être là. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Benjamin Morel qui est avec nous également, constitutionnaliste. Bonjour Benjamin, merci également d'être avec nous. On parlera de la campagne des Européennes à 2 mois du scrutin. L'élection est-elle déjà jouée? La majorité peut-elle réduire son retard sur le Rassemblement national? Raphaël Glucksmann peut-il créer la surprise? Vous nous direz ce que vous en pensez. Quentin, vous nous ferez un petit point sondage. Voilà, je vais faire le bilan effectivement des premiers sondages dont on dispose depuis le mois de janvier dans ces élections européennes. C'est à suivre juste après l'actualité dans nos régions. On retrouve Philippe Despalle. Bonjour Philippe, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du Journal du Centre. Philippe, vous nous emmenez visiter un EHPAD qui a la particularité de permettre à ses résidents l'accueil des animaux de compagnie. Tout à fait, oui, parce que nous sommes intéressés à la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie qui a été définitivement adoptée par le Sénat le 27 mars. C'est une loi notamment qui prévoit effectivement l'accueil d'animaux domestiques en EHPAD. Donc sans plus attendre, nous avons été dans un EHPAD à Cosne-sur-Loire, qui est dans le nord du département, qui depuis sa création il y a 10 ans a accepté d'accueillir des animaux de compagnie des résidents. Et le directeur de cet établissement, Martial Frick, nous a confié, pour nous c'était une évidence, on a une maison ici, alors c'est comme à la maison. Et du coup, nous avons été à la rencontre des résidents qui avaient leurs animaux, et notamment une résidente de 86 ans qui vit avec sa minette de 9 ans, une chatte qu'elle gâte, et puis surtout, elle nous l'a dit, quoi, pour elle, c'est mon rayon de soleil. Et il est clair que pouvoir vivre au quotidien avec son animal de compagnie, c'est un plus indéniable dans une résidence comme celle-ci. Corrigé. Philippe, est-ce que ça va permettre juste de désengorger les refuges ? Justement, on a posé la question à Billet Chamberlain, qui est le responsable du refuge Bourgard près de Nevers. Et lui, il est plutôt sceptique quant à son application. En termes de nombre, selon lui, ça ne changera rien, parce que déjà, comme il nous le dit, il n'y a qu'à voir les listes d'attente des animaux à accueillir. Et donc, lui, il ne pense pas que cette loi permettra aux personnes de venir avec leurs animaux, parce que déjà trouver une place en EHPAD, c'est compliqué. Et si en plus la personne vient avec son chien ou son chat, mais bon, restons optimistes. Merci Philippe, merci beaucoup. À la une du Journal du Centre, c'est du rugby, un peu comme tous les vendredis. Luzon-Nevers, attendu au rebond, c'est à la une de votre journal. Merci Philippe Despalle d'avoir été avec nous. On parle de la campagne des Européennes, messieurs. On va faire un point. On est à 2 mois, un peu maintenant, de l'élection. Quentin, d'abord, point sur l'état de l'opinion. Harris Interactif a publié plusieurs vagues de sondages en vue des Européennes du 9 juin prochain. Et le Rassemblement national est donné toujours en tête. Voilà, on va voir les chiffres tout de suite. On a retenu les intentions de vote pour les 8 principaux candidats en lice. Jordan Bardella, pour le RN, est donné à 31%. Seconde position pour Valérie Hayé, de Renaissance, le camp du président de la République. 13% d'intention de vote pour Raphaël Glucksmann, soutenu par le PS et Place Publique. En dessous, Manon Aubry, de LFI, est à 8%. François-Xavier Bellamy, pour les Républicains, est crédité de 7%. L'écologiste Marie Toussaint est à 6%, tout comme la candidate de Reconquête. Et le Benjamin des candidats, le communiste Léon Desfontaines, plafonne à 3%. Cette étude est publiée par Harris Interactif pour le magazine Challenge, M6 et RTL. Alors, que dire de l'évolution de ces intentions de vote depuis le mois de janvier ? Cette semaine, l'Institut de sondage publiait donc ce sondage qu'on vient de voir, mais leur toute première étude remonte à janvier. Si on regarde l'évolution sur la période, on voit une nette avance de Jordan Bardella et un écart qui se creuse avec Valérie Hayé. Il gagne 3 points depuis janvier, le candidat du RN, quand elle en perd 2 sur la période. À ce propos, écoutez Pierre-Adrien Bartoli, il est directeur des études politiques chez Harris Interactive. On voit grosso modo des grandes lignes qui sont relativement stables. Un RN avec la liste de Jordan Bardella qui est en tête et largement en tête avec un vote assez solide et un électorat assez solide. En deuxième position, la liste de la majorité présidentielle avec des têtes de liste différentes jusqu'à ce qu'on puisse tester la réelle tête de liste qui est
plutôt stable, même si sur un léger recul, là, on est à 17% dans notre dernière vague. Et puis, la dynamique, elle est plutôt du côté de Raphaël Glucksmann, la liste Place Publique et Parti Socialiste. On mesurait à 11 en début d'année, donc déjà avec une légère avance. Il est aujourd'hui à 13, avec une forme de progression qui se fait notamment au détriment des autres listes de gauche. Mais alors, quelle importance donner à ces sondages à 2 mois du scrutin? On peut penser que les Français ne sont pas entrés véritablement dans la campagne, qu'ils ne connaissent pas encore tous les candidats. L'enquête d'Harris Interactive, d'ailleurs, elle note que la notoriété des têtes de liste, elle reste, je cite, encore fragile et inégale. Écoutez à nouveau Pierre-Adrien Bartoli. Une campagne européenne, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire que le moment où les gens vont prendre leurs décisions, c'est généralement dans les 10 derniers jours, les 2 dernières semaines en comptant un peu large. Donc c'est ce moment-là qui va être assez crucial pour les électorats qui sont non cristallisés. Après, quand on élargit le spectre, on se rend bien compte qu'on a des électorats qui aujourd'hui sont assez certains de leur vote, notamment à la droite de la droite. Les électeurs qui vont voter ou qui ont l'intention de voter pour Jordan Bardella sont particulièrement certains de leur choix. Et c'est également le cas des électeurs qui vont voter pour la liste de Valérie Ayé de la majorité présidentielle. Là où le doute est plus important, c'est notamment à gauche, où on a une très grande fluidité entre les différents candidats de gauche, un vote qui aujourd'hui n'est pas structuré, qui se porte plutôt dans les intentions de vote sur Raphaël Glucksmann, mais qui pourrait très bien aller aussi bien sur la liste de Marie Toussaint ou bien sur la liste de Manon Aubry. Voilà, alors évidemment, ce ne sont que des sondages, on le rappelle. Photographiés à l'instant T. Mais est-ce qu'ils vont un peu tous dans le même sens, ces sondages? Est-ce que l'élection est déjà jouée, Arnaud? Ça a été rappelé par le sondeur de Louis Harris, c'est qu'en effet, il y a une grande stabilité depuis finalement le mois de janvier sur les différents résultats en termes d'intention de vote. Alors il y a des variations en fonction des instituts, mais globalement, ce qu'on constate, c'est que le Rassemblement national, pour l'instant, domine en termes d'intention de vote le match et le domine très largement, et surtout avec un élément qui me paraît plutôt, je veux dire, confortable pour le Rassemblement national, c'est que le taux d'engagement des électeurs du Rassemblement national qui se disent certains d'aller voter pour la liste de Jordan Bardella est très haut et très important. C'est le plus haut de très loin, même devant la liste de la majorité. Ensuite, en effet, ça peut bouger parce que ça peut bouger. Peut-être pas sur les très grandes tendances, mais ça peut bouger, si vous voulez, sur le résultat d'un certain nombre de listes qui se retrouvent entre 6 et 12%, c'est-à-dire tout ce qui suit après Madame Ayé. On a quand même par le passé vu dans les derniers jours, parfois dans les dernières heures même du vote, des résultats qui ont quelque part invalidé pour partie les résultats des sondages, notamment en 2019 où on se souvient, la liste LR s'est finalement effondrée d'une certaine façon par rapport à ce qu'étaient les intentions de vote, et la liste écologiste, en l'occurrence, avait fait un bond. Donc il y a toujours ce phénomène de cristallisation qui peut se faire dans les dernières minutes. Il y a un autre enjeu quand même important, c'est de savoir si... Alors on parlait de M. Glucksmann, si il y a une vraie dynamique ou non pour M. Glucksmann. Moi, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il y a une opportunité, en effet, pour une offre social-démocrate dans cette campagne, entre ceux qui considèrent qu'il y a une radicalisation d'une partie de la NUPES sous l'impact des Insoumis et qui ne se retrouvent plus dans cette offre politique et qui peuvent, en effet, choisir M. Glucksmann, et puis ceux qui, au centre-gauche, qui ont plutôt soutenu Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, qui considèrent que sur un certain nombre de dossiers, par exemple le dossier de l'immigration, il y a eu une droitisation et que, en l'occurrence, l'idée de retourner au bercail social-démocrate peut, en effet, quelque part, les tenter dans ce scrutin. Et on va revenir sur le candidat Raphaël Glucksmann. On a entendu, Arnaud le rappelait, Pierre-Adrien Bartoli au micro de Quentin. Est-ce que ce qu'il nous dit sur la stabilité des votes peut laisser à penser que finalement l'élection européenne est jouée avant même le début de la véritable campagne? Alors non, parce qu'une élection n'est jamais jouée. Et ensuite parce que pour une européenne, il y a toujours beaucoup d'incertitudes, tout bêtement parce qu'il y a beaucoup de participation différentielle. Vous avez un gâteau. Il fait une certaine taille et on vous donne une part de ce gâteau. A priori, vous dites, j'ai peut-être un tiers du gâteau. C'est un tiers du gâteau tel que je le vois. Mais je double la taille du gâteau maintenant. Et ma part, elle ne bouge pas. Mon quart de gâteau, c'est plus qu'un huitième de gâteau. Donc si jamais j'ai plus d'électeurs qui se mobilisent le jour du scrutin, ça veut dire que même si mon électorat est sûr d'aller voter, même si mon électorat, c'est un électorat captif, démographiquement, il pèse moins dans mon gâteau.
Et donc, ce faisant, j'ai une variabilité des scores. L'avantage du vote RN, c'est que c'est un électorat qui est un électorat relativement fidèle aujourd'hui et que c'est un électorat qui, d'avance, sait un petit peu pour qui il va aller voter. C'est un électorat relativement stable aujourd'hui. Mais c'est un électorat dont il faut voir s'il a des réserves potentielles dans l'abstention. Idem pour l'électorat ailé. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, quand vous écoutez notamment ces derniers discours, c'est de dire, écoutez, s'il y a ne serait-ce que 20% de ceux qui ont voté pour 50% de ceux qui ont voté pour moi à la présidentielle, on est devant. Oui, sauf qu'il faut arriver à le mobiliser, cet électorat. In fine, si on a beaucoup de variations entre les résultats des élections européennes en règle générale et les sondages quelques mois avant, je vous rappelle les dernières en 2019, c'est parce qu'on ne sait pas évaluer réellement la participation. La dernière fois, on a été relativement étonnés. On a eu plus de participation qu'on ne le pensait. Et donc, ça a donné des scores extrêmement différents de ce que l'on pouvait imaginer. Ici, est-ce qu'on va avoir un surplus de participation ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une participation qui s'effondre? Si cette participation s'effondre, a priori, ça favorise plutôt les électorats des électorats centristes qui se mobilisent différentiellement plus. Majorité. Si jamais on a plus de participation, là, ça peut plus faciliter la vie du Rassemblement national d'un côté, mais également de la France insoumise. Mais alors du coup, est-ce que ce que dit Benjamin, c'est une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national? Est-ce que quand on est à 30% dans les sondages, on mobilise son électorat? Ou est-ce qu'on a plutôt des gens qui disent « il n'y a pas besoin de mon vote » Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la participation qui est en effet essentiel pour le Rassemblement national. On se souvient que lors des élections régionales de 2021, le Rassemblement national était donné gagnant dans un certain nombre de régions et que finalement, la faiblesse de la mobilisation a nui vraisemblablement au résultat du Rassemblement national lors de ces élections régionales, et ça reste encore dans les mémoires des dirigeants du Rassemblement national. Donc en effet, la question de la participation est essentielle. Je rappelle quand même que lors des deux dernières élections européennes, le Front National, à l'époque, ensuite devenu Rassemblement National en 2019, a viré en tête. Donc c'est une élection qui lui est plutôt favorable sur ces 10 dernières années, même assez favorable. Ensuite, l'autre aspect, si vous voulez, en effet, pour le Rassemblement National, c'est que comme il est donné aujourd'hui très haut dans les sondages, au-delà de 30, donc 31, si l'on croit le dernier sondage de Louis Harris Interactive, si évidemment au soir du 9 juin il est à 27 ou 26, même s'il est en tête et s'il a 5 points d'avance, les interprétations qui seront faites sur les plateaux de télévision, vous voyez, le Rassemblement national n'est pas aussi haut que prévu. Donc c'est ça le risque aujourd'hui pour le Rassemblement national. Mais si vous voulez, la tendance quand même est suffisamment forte, en tout cas à un mois et demi du scrutin. Il faudrait vraiment un tremblement de terre pour que, si vous voulez, les courbes se croisent entre, par exemple, la liste de la majorité et la liste du Rassemblement national. Donc, il me semble que le fait que le Rassemblement national arrive en tête le 9 juin est quand même l'hypothèse aujourd'hui la plus probable. Le problème est de savoir à quel niveau. C'est ça l'enjeu. Alors justement, avant de faire réagir, Benjamin, on va écouter Jordan Bardella. Il était hier soir sur France 2. Oui, voilà, il a pu présenter sa vision de l'Union européenne, présenter aussi l'évolution du discours du Rassemblement national dans cette élection depuis plusieurs années. Il faut savoir que déjà, il s'est fait remplacer lors du premier débat organisé par Public Sénat, le groupe EBRA, le 14 mars dernier, et qui va également se faire remplacer mercredi dans le deuxième débat qui est organisé par RFI et France 24, au point que Valérie Ayé, la candidate de Renaissance, elle hésite à s'y rendre puisque lui n'est pas là. Mais donc, hier, il s'est défendu de fuir le combat et il a parlé de sa vision de l'Union européenne. On écoute un extrait, c'était sur France 2. Moi, je fais 2 constats aujourd'hui. L'Union européenne, beaucoup de Français les font aussi, se construit contre les peuples. L'Union européenne impose la submersion migratoire. L'Union européenne impose la décroissance agricole qui a mis des milliers d'agriculteurs dans nos rues. Et elle impose une prolifération de normes toujours plus douloureuses pour nos chefs d'entreprise. Donc vous dites que ce n'est pas nous qui avons changé, c'est l'Europe qui a changé. L'Europe a évolué sous la pression des peuples qui veulent aujourd'hui une Europe des coopérations entre États, qui ne supportent plus la bureaucratie de la Commission européenne et qui veulent une Europe qui les protège. Voilà, on entend les revirements quand même de Jordan Bardella, même si lui s'en défend par rapport à ce qu'était la ligne du Rassemblement national. Il va y avoir des débats, même si pour le moment il refuse d'y participer. Est-ce que ça peut changer la donne quand on va rentrer sur le fond des propositions ?
Ça peut à la marge. Je suis assez d'accord avec Arnaud. C'est-à-dire qu'a priori, attention, une campagne c'est plein de surprises et on est bien payé pour le voir ces dernières années. Donc il peut y avoir malgré tout un certain nombre de sujets qui fait que tout d'un coup ça s'effondre. D'ailleurs le fait de ne pas aller au débat m'apparaît pas forcément être une bonne stratégie. Quoi qu'il en soit, eh bien, il y a une offre qui se diversifie pour les Français au fur et à mesure de l'avancée de la campagne. Vous et moi, on connaît à peu près les listes, les candidats, quoique certaines, c'est pas tout à fait certain. En revanche, pour la majeure partie des électeurs potentiels, il y a quelques listes qui sont visibles. La majorité, le Rassemblement national, peut-être Raphaël Glucksmann, et encore, pour beaucoup de Français qui rentrent dans l'élection 2 semaines avant, eh bien, qui incarne et pour qui vont-ils aller voter? C'est pas si évident, notamment cet électorat dont je parlais tout à l'heure, ceux qui peuvent faire augmenter le gâteau, ceux qui ne sont pas certains d'aller voter, parce que ceux qui répondent aujourd'hui au sondage, eux, sont déjà politisés, ils savent à qui aller voter. Si jamais vous avez des débats, si ces débats font émerger d'autres offres, il peut y avoir une ventilation de cette offre. Souvent, le Rassemblement national est très haut quelques mois avant une élection, et ensuite, il tombe. C'est pas parce qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, ne seraient plus convaincus par les propositions du Rassemblement national, ou parce qu'on l'aurait mis en porte-à-faux sur certaines propositions. Non, tout bêtement, il y a un vote refuge. Si jamais je suis interrogé par un sondeur alors que je ne m'intéresse pas à la politique, je sais qu'il y a un candidat RN, je ne sais pas quoi faire, donc je dis je vote pour le RN. Lorsque je vois toute la diversité, lorsque je vois qu'il y a telle ou telle liste, à ce moment-là, je m'évapore, je vais sur d'autres listes. Et c'est ça le danger pour Jordan Bardella, c'est d'une certaine façon d'être mis en porte-à-faux sur ses propositions, mais surtout de voir d'autres candidats dire attendez, moi je tiens la ligne souverainiste, je tiens la ligne identitaire, etc. Si vous êtes vraiment souverainiste identitaire, votez plutôt pour moi. Et à ce moment-là, il y a un risque de, non pas évaporation totale de son électorat, mais de baisse différentielle. Arnaud ? Je voudrais rebondir sur la stratégie de communication de M. Bardella. En effet, je partage ce qu'a dit mezzo voce Benjamin, c'est-à-dire que je m'interroge en effet sur cette stratégie qui est une stratégie d'évitement des débats. Il n'est pas venu sur cette chaîne. Il semblerait qu'il n'aille pas lors du prochain débat. Fabrice Leggeri qui devrait le remplacer, le numéro 3. Oui, mais enfin, à un moment donné, ça pose problème parce que quand vous êtes tête de liste, vous menez le combat et vous allez là où vous devez aller, c'est-à-dire en effet débattre avec les autres candidats. Alors, je pense pas que c'est un impact très fort. Nous, ça nous interpelle parce qu'on est des commentateurs et des analystes. Dans les profondeurs profondes, j'allais dire, de l'opinion publique, je pense que ça n'a strictement aucun effet ou très peu. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il joue, Jordan Bardella ? Vraisemblablement, c'est-à-dire qu'il considère aujourd'hui que, si vous voulez, son électorat est suffisamment ossifié pour se permettre cette stratégie de communication, de contournement des lieux de débat. Mais après, moi je pense que le sujet au-delà de la participation, pour revenir à la question, c'est-à-dire que vous posiez, savoir si les retournements ou les infléchissements, selon le point de vue que l'on prend, du Rassemblement national sur la question européenne auront un impact ou un effet. Moi, je ne le pense pas. Parce que, si vous voulez, en fait, la réalité, c'est qu'il y a une situation un peu nouvelle, politiquement, déjà. Premier point, c'est que le Rassemblement national de 2024 n'est plus le Rassemblement national d'avant 2022. Pour une raison qui est très simple, c'est que le Rassemblement national a aujourd'hui un groupe parlementaire avec 88 députés et qu'il est devenu, d'une certaine manière, une force aux yeux d'une partie de l'opinion qui est en voie de crédibilisation, en voie de banalisation, en voie de notabilisation. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il n'avait pas auparavant, et donc ça lui assure, si vous voulez, une fidélisation du vote. Le deuxième aspect, c'est que le risque, il est pour la majorité. C'est-à-dire que, si vous voulez, que l'élection européenne se transforme quasiment en référendum pro ou anti-Macron. Et, in fine, la force d'attraction aujourd'hui qui permet aux plus virulents des anti-macronistes, notamment à droite, de dire on va donner une leçon au président de la République et à son gouvernement, c'est la force du Rassemblement national, parce que justement, ils sont largement en tête dans les sondages. Donc, ils peuvent aussi, d'une certaine façon, bénéficier d'une sorte de vote utile très anti-Macron, notamment à droite, dans les dernières semaines. Et c'est le risque que courent dans cette affaire les deux autres listes, que sont d'un côté Reconquête et de l'autre les Républicains, qui peuvent en effet pâtir, si vous voulez, de ce réflexe d'une partie de l'électorat. Un mot sur Raphaël Glucksmann, on va regarder cette image. C'était mercredi soir à Rouen, cette image d'unité retrouvée du Parti socialiste. Olivier Faure, Nicolas Meyer-Rossignol, qui était son adversaire lors de l'élection au poste de premier secrétaire, et donc Raphaël Glucksmann en meeting. Est-ce que, il peut être la surprise de cette élection, Raphaël Glucksmann, et est-ce qu'il peut apporter un renouveau au Parti socialiste ? Alors, c'est deux questions très différentes en réalité. Et je vais refaire cuisine, je vais reparler gâteau, c'est-à-dire que... c'est pâtisserie.
Pourquoi les Verts font de très très bons scores aux élections européennes? Les Verts font de très très bons scores aux élections européennes parce que dans une élection où il y a beaucoup d'abstention, leur électorat, lui, est surmobilisé. Électorat CSP+, des centres-villes. Aujourd'hui, on a une liste verte qui n'est pas dynamique. C'est un électorat qui également avait été campé par Emmanuel Macron. Seulement, loi immigration, tournant à droite du quinquennat, etc. Aujourd'hui, cet électorat est en déshérence. Or, si vous voulez, la politique, c'est de la physique. Dès le moment où il y a un vide, vous avez de l'air qui s'engouffre. Et là, évidemment, Raphaël Glucksmann est au positionnement politique idéal pour récupérer les déçus du macronisme et de l'autre côté, un électorat qui d'habitude vote ELV à ces élections, mais qui là, voit pas vraiment de dynamique de ce côté-là. Donc il y a un espace politique, et cet espace politique, parce qu'a priori on a beaucoup d'abstention et que là on a un électorat qui vote, pèse énormément dans une élection européenne. Donc oui, ça peut être la surprise. Oui, il peut faire plus. Oui, il peut faire mieux aux élections européennes. Ensuite, cet électorat, structurellement, il demeure minoritaire. La question, c'est, lors d'une élection présidentielle, comment vous l'élargissez? Le pari d'Emmanuel Macron, c'est d'aller chercher le centre droit. Est-ce que Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste peuvent le faire? C'est pas évident. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut aller chercher l'électorat Mélenchon? Là, il y a en effet une porosité qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes. C'est une possibilité, mais tout de même, le profil de Raphaël Glucksmann peut également rebuter une partie de l'électorat mélenchoniste, une partie de l'électorat de la gauche. Donc il y a un vrai aggiornamento à faire d'ici les présidentielles. Donc pour l'instant, oui, à terme, ça reste quand même sujet sacrément à caution. Et Benjamin, donc si on comprend et on file votre métaphore sur le gâteau, s'il y a une forte participation, finalement, Raphaël Glucksmann pourrait faire un plus mauvais score. Théoriquement, cet électorat-là pèse beaucoup plus que son poids démographique avec beaucoup d'abstention. Donc plus vous avez de l'abstention, plus des listes centristes peuvent être surélevées d'une certaine façon parce que personnes âgées du côté du centre droit et CSP+ du côté du centre gauche. Si je suis très très caricatural, en revanche, si jamais on a beaucoup plus de participation, l'électorat populaire rentre dans le jeu, ça favorise plutôt les pôles, donc la France insoumise d'un côté, le PC et de l'autre côté le RN. Arnaud. Oui, Glucksmann aujourd'hui bénéficie d'un petit, une petite dynamique, mais enfin qui est quand même très 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 fragile à ce stade. Il est assez nettement en tête à gauche pour l'instant, quand même. Il devance largement les trois autres listes de gauche. Donc ça, c'est un enjeu quand même aussi pour le Parti socialiste. Est-ce qu'il est en mesure, à un moment donné, d'aller titiller la liste de la majorité? On va bien le voir. Ça va dépendre en effet, je pense, du niveau de participation. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que du côté de la majorité, c'est aujourd'hui perçu, quand on discute avec un certain nombre de responsables de la majorité, comme une source d'inquiétude. C'est-à-dire qu'en effet, imaginons que le 9 juin, la liste de M. Glucksmann devance la liste de la majorité. Au-delà du fait qu'il serait largement distancé par le Rassemblement national, mais en plus battu par la liste du Parti socialiste, enfin la liste conduite par M. Glucksmann, il y aurait une véritable équation politique qui serait très complexe pour le président de la République pour la suite, et pour Gabriel Attal également. Allez, on continue très vite, Benjamin, rapide. parce que... Il y a également un jeu de concurrence au sein de la NUP, c'est-à-dire que là, on vit pour la NUP une forme de primaire avant 2027. Qui sera le candidat légitime d'une union de la gauche quand même elle n'aurait pas lieu? Si jamais Glucksmann arrive très devant la France insoumise, ça rebat les cartes issues de 2022. Allez, c'est vendredi. Comme d'habitude, on vous emmène découvrir notre patrimoine, nos traditions. Aujourd'hui, Jonathan Dupriez nous emmène sur les pistes de ski des Ménuires. Et vous allez voir, elle met les petits plats dans les grands pour attirer les touristes chinois. À toute vitesse, sur son snowboard, Jia dévale la piste de slalom des Ménuires. Cette touriste originaire de Shanghai fait partie d'un groupe de 260 Chinois venus spécialement pour la poudreuse des Alpes. Pour leur en mettre plein la vue, la station a organisé cette course, comme les pros, que Jia a remporté haut la main. On vient de participer à un concours pour les filles et j'ai gagné. Je suis arrivée première. C'était vraiment super détente. J'étais pas stressée du tout. C'était pas comme dans une vraie compétition. C'était une expérience vraiment sympa. D'autres, comme Vicky et sa fille, sont venus en famille pour skier sur les 600 km de pistes du domaine des Trois-Vallées. On sait tous que c'est le plus grand domaine skiable du monde. C'est pour ça qu'on est venu. Et pour nous, c'est même la première fois qu'on skie ailleurs que chez nous. Vraiment, on adore.
Depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, le ski connaît un essor sans précédent en Chine. Mais l'offre du pays reste limitée, alors ces touristes plutôt aisés se tournent vers l'Europe et surtout la France. Une destination facile à vendre pour les tours opérateurs chinois. C'est le paradis, c'est le rêve des skieurs et snowboarders chinois. On a des gastronomies françaises, on a des différentes activités organisées par les stations. C'est pas même chose qu'en Chine. Ce groupe de Chinois était très convoité par de grandes stations alpines concurrentes, comme Val Thorens ou l'Alpe d'Huez. Mais la station des Ménuires a fait la différence sur son offre de ski, mais aussi ses appart-hôtels très prisés des Chinois. Pour les destinations long courrier, souvent ils ont tendance à vouloir du club ou de l'hôtellerie parce que tout est inclus. Et en fait, pour le coup, la clientèle chinoise, elle recherche vraiment à avoir cette indépendance-là en appartement pour pouvoir faire à manger. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le Chinese stomach. C'est vrai que nous, la crème, le beurre, le sucre un peu tous les jours, c'est pas facile toute la semaine pour eux à supporter. Donc ils aiment bien avoir ce côté cuisine pour se faire aussi à manger. Mais à l'heure où les Ménuires aspirent à réduire leur empreinte carbone, capter cette clientèle de l'autre bout du monde n'apparaît plus vraiment comme une priorité. Je rappelle quand même qu'on a 96% de notre clientèle qui vient d'Europe. Donc le long courrier, ça reste anecdotique. Voilà. Mais on ne met pas de budget de communication sur ces longs courriers. Et en tout cas pour la station des Ménuires, le Brésil, les États-Unis, le Canada, même l'Australie ou la Chine, puisque c'est le sujet, ce sont des marchés qu'on regarde, plutôt des marchés de douce prospection. Mais ce ne sont pas des marchés sur lesquels on est actif, à contrario de l'Angleterre, de la Suède, du Danemark et des pays européens, de la Belgique, de l'Allemagne, qui sont vraiment nos marchés prioritaires. La clientèle chinoise à fort pouvoir d'achat reste toutefois une manne potentielle pour les stations. La Chine pourrait compter jusqu'à 300 millions de skieurs à horizon 2030. Et voilà pour ce reportage. La semaine prochaine, on ira du côté du Doubs. On parlera du comté, Quentin. Ce sera à suivre vendredi prochain. Je sais que vous l'attendez avec impatience. On regarde votre revue de presse. C'était gratuit. Et Quentin, on fait évidemment le tour de la presse régionale. À la une, la lutte contre le trafic de drogue. Oui, c'est un sujet très important, un sujet grave. Dans plusieurs départements, on fait le bilan, effectivement, Yann, sur la lutte contre ces points de deal. Dans le Dauphiné, on parle ainsi du calvaire des riverains. Ils témoignent de leur cauchemar, dit le journal. Ouest France raconte que l'ouest du pays est de plus en plus touché par les drogues dures, comme le crack. La Voix du Nord fait le point sur l'opération Place Nette, lancée il y a 10 jours. Depuis, les chiffres tombent quotidiennement. Quelle efficacité? Qu'en disent les acteurs de terrain, se demande le journal de Lille, aussi sur cette grande opération de communication politique. Effectivement, beaucoup de chiffres à l'intérieur du journal. 12 711 personnes contrôlées dans le seul département du Nord, 86 kilos de drogue saisie, donc on voit quand même des résultats. La presse régionale qui revient également sur l'eau minérale contaminée des usines Nestlé. Très concernant, effectivement, un nouvel épisode concernant les eaux Épar, Vittel, Contrex, en fait les eaux du groupe Nestlé Waters. Et effectivement, on voit ce rapport de l'ANSES qui est sorti dans la presse hier, qui fait état de présence entre autres de bactéries, de polluants éternels, contamination microbiologique d'origine fécale. Dans les pages intérieures de la Provence, on voit ce titre « Eau minérale polluée, Nestlé en eau trouble ». Pour l'heure, la direction de l'entreprise ne répond pas au rapport dont elle ne dit ne pas avoir eu connaissance. Corse Matin, titre sur la forteresse du Sénat dans le projet de loi constitutionnel d'autonomie de la Corse. Voilà, l'autonomie de la Corse est au cœur d'une guerre d'influence au Palais du Luxembourg. C'est ce qu'on lit dans Corse Matin ce matin, avec l'analyse notamment d'un certain Arnaud Benedetti à lire dans le journal. Arnaud, je suis pas le seul. Oui, mais le processus constitutionnel est donc mal embarqué au Sénat, c'est ce qu'on comprend. Alors que le texte doit être voté, on le rappelle, par les deux chambres du Parlement, puis par les 3/5 des parlementaires réunis en Congrès, mais une droite sénatoriale qui est hostile au principe d'autonomie de la Corse et qui ne s'en cache pas, dit le journal. Arnaud, on peut le dire, le processus s'annonce très compliqué sur cette réforme constitutionnelle. Vous avez rappelé les conditions d'adoption d'une réforme constitutionnelle. Si on peut considérer qu'à l'Assemblée, le texte peut être voté, en tout cas mathématiquement, le rapport de force n'est pas défavorable au texte, au Sénat, ça sera beaucoup plus, en effet, compliqué. Mais je parle sous le contrôle de Benjamin. Ouais. Alors vous êtes d'accord sur beaucoup de sujets, mais pas sur celui-là. On est d'accord sur le fait que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ça vient à la fois du principe du texte, mais également de son contenu. Dans l'alinéa premier, vous avez quand même la reconnaissance eu égard à une identité culturelle, de droit collectif, c'est la définition juridique du communautarisme. Et c'est pas les Corses
qui ont demandé à ce que ce soit présent dans le texte, c'est Emmanuel Macron qui a fait cette définition dans son discours d'Ajaccio, qui a été repris ensuite par Gérald Darmanin. Donc on a un texte qui est miné, à la fois parce que il remet en cause des principes fondamentaux. On a un texte qui est miné parce que, également politiquement, il a été assez mal porté par le président de la République. À ça, vous rajoutez le fait que l'autonomie, ça remet en cause et ça ouvre une forme de boîte de Pandore vis-à-vis d'autres régions qu'on a bien constatées ces dernières semaines. Donc, la Bretagne, parler de l'Alsace aussi, dans le journal. Ça va être compliqué, en effet. Oui, d'où la volonté d'ailleurs du président de l'exécutif corse de dire il faut un titre parce que le titre permet d'éviter la contestation. Un titre, c'est-à-dire un paragraphe particulier dans la Constitution. Je vais et non pas un alinéa. Oh là là. Non, mais je vais jouer mon juriste. Ça ne change rien. C'est-à-dire que fondamentalement, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a une focalisation là-dessus, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que titre ou article, l'important est le contenu. Et ensuite, est-ce qu'il peut y avoir porosité avec d'autres collectivités ou pas? Mais là, on est un peu dans du fétichisme juridique. Allez, Padgel, où on était en Corse, on va chez vous, dans le centre de la France. Pas très loin de Limoges. Ou de Clermont-Ferrand. Ah, c'est bien. Pas très loin. Mais pas vraiment Clermont-Ferrand, quand même. On termine avec un sujet. Chercher. Visite guidée du musée de l'accordéon. Visite guidée du musée de l'accordéon de Tulle. Voilà. C'est-à-dire dans le populaire du centre. La cité de l'accordéon ouvre ce week-end. Inauguration avec Rachida Dati aujourd'hui. Un bel écrin aux collections, dit le journal, avec des instruments, des accordéons à tester à l'intérieur du musée. C'est donc à Tulle, si vous voulez faire de l'accordéon. La ville de François Hollande. Pour le rappeler. Merci beaucoup. Merci Quentin pour cette revue de presse. Merci Benjamin. Merci Arnaud. On voit la revue politique et parlementaire, le travail, permanence et mutation. Merci d'être venu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. On vous souhaite un très bon week-end.